bêtise, nous étions arrêtés juste au petit quiz oui non. C'est bien ça? Merci. Alors, allons-y, on va le regarder ensemble, ce petit quiz. Je vais l'afficher à l'écran et voilà, je vais vous demander de participer hein, vraiment sur ça. Voilà, nous y sommes. Hop. Et on va pouvoir aller avec des petites questions, pas très compliquées. Ça va peut-être permettre aussi de faire le point sur certains termes qui peuvent poser des soucis. Donc, le contrat de travail est un contrat synallagmatique et à titre onéreux. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez... Lucie pense que c'est vrai, Roxane pense que c'est vrai aussi. Bon, a priori, on se dirige. Alors, Morgane nous dit que lui ou elle, je suis désolé, c'est faux. Donc, je pense que c'est elle. Euh, alors non, Morgane, c'est vrai. D'accord, je vais vous expliquer. C'est bien que quelqu'un se trompe, ça me permet d'expliquer. Hein. D'abord, un contrat synallagmatique, c'est un contrat qui unit deux parties. D'accord. Or, le contrat de travail, c'est bien un contrat qui est conclu entre l'employeur et le salarié. Donc, a priori, on a nos deux parties. On oppose le contrat synallagmatique au contrat unilatéral. Alors, je ne sais plus hein, si je vous ai déjà donné l'exemple, mais euh, comme exemple, à titre d'exemple, le contrat unilatéral, c'est par exemple une donation. Une donation est un contrat, mais qui n'engage qu'une seule personne, le donateur. Celui qui est bénéficiaire du don, lui, il n'a pas de contrepartie, il n'a pas d'obligation née du contrat. Donc voilà pourquoi c'est un contrat synallagmatique. Maintenant, pourquoi c'est un contrat à titre onéreux? Un contrat à titre onéreux donne l'obligation pour une partie de payer une certaine somme d'argent. Ici, le salarié, lui, fournit un travail contre rémunération, la rémunération étant l'obligation de l'employeur, enfin, une des obligations de l'employeur. Donc, effectivement, c'était vrai, le contrat de travail est un contrat synallagmatique parce qu'il unit deux personnes et c'est un contrat à titre onéreux. Pourquoi? Parce que la contrepartie du travail du salarié, c'est une somme d'argent, le salaire payé et obligation de l'employeur. Le contrat de travail est un contrat intuitu personnel. Alors, qu'en pensez-vous? Claire pense que oui, Véronica pense que oui, tout le monde pense que oui, Yvonne pense que oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non, que j'explique un peu là? Alors, merci Rosie. Non. Alors, si Rosie, si Rosie, le contrat de travail est un contrat intuitu personnel. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est fait en considération de la personne. Parce que c'est cette personne-là que vous voulez et pas une autre personne. Alors, vous allez me dire, bah, en général, c'est toujours comme ça. Je vais vous donner des exemples de contrats qui ne sont pas intuitu personnel, qui portent sur autre chose, quelle que soit la personne qui soit de l'autre côté du contrat. Je vais prendre par exemple une vente de véhicule. Quand je décide d'acheter la voiture de mon voisin, malheureusement, euh, avant que chacun puisse exécuter son obligation, c'est-à-dire moi le paiement et lui la remise de la voiture, bien que le contrat ait été conclu, malheureusement, après la conclusion du contrat et avant la réalisation des obligations, mon voisin décède. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Donc, il y a une succession qui va se passer. Ces enfants vont hériter de la voiture, mais vont aussi hériter du contrat qui a été conclu entre mon voisin et moi-même. Ces enfants ou héritiers. Et à partir de là, vont être maintenant soumis aux mêmes obligations que mon voisin était quand il était vivant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un contrat qui a été conclu en considération de la personne, mais plutôt en considération de l'objet du contrat. Et donc, la vente se fera. D'accord? Alors que si vous recrutez une personne, ce n'est pas une autre que vous voulez, c'est cette personne. D'accord? Voilà pourquoi on dit que le contrat de travail est un contrat intuitu personnel. Alors,
Le contrat de travail est un contrat d'adhésion. Faux, 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 faux. Effectivement, le contrat de travail n'est pas un contrat d'adhésion, c'est un contrat qu'on dit de gré à gré. Un contrat d'adhésion, c'est un contrat dont les clauses ne peuvent pas être négociées par les parties. D'accord. Par exemple, si vous adhérez, si vous prenez un contrat de téléphonie, okay, vous souscrivez une ligne chez SFR, vous n'allez pas négocier les termes du contrat, ou en tout cas tous les termes du contrat. Peut-être que vous négocierez une petite remise, mais de toute façon, c'est une remise qui aura été prévue dans certaines conditions de vente, d'accord. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas négocier les modalités de paiement. Voilà, il y a des choses qui sont, c'est des choses qui sont pas négociables. Dans ces cas-là, on dit que c'est un contrat d'adhésion. Quand le contrat possède toutes les clauses qui seraient éventuellement négociables, qui pourraient être négociables, d'accord, à ce moment-là, on dit que c'est un contrat de gré à gré. C'est important parce qu'il y a une certaine protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion. C'est-à-dire que celui qui se fait imposer des clauses est beaucoup plus protégé, notamment quant aux clauses qu'on lui impose, d'accord, alors que dans un contrat de gré à gré, les deux parties sont censées être sur un même pied d'égalité, et à partir de là, il y a moins de protection quant aux clauses qui sont intégrées dans le contrat. Dans le contrat de travail, c'est spécifique, hein, parce qu'en plus du droit commun, viennent s'appliquer les règles spécifiques du droit du travail, d'accord. Mais dans un contrat plutôt classique, quand les personnes ont pu négocier le contrat, la liberté contractuelle, et notamment la liberté du contenu contractuel, euh, protège beaucoup moins ces deux personnes puisqu'on estime qu'elles sont sur un pied d'égalité. Le contrat de travail peut être déterminé ou indéterminé. Oui, c'est classique. Hein, on est plutôt, voilà, hein, on est plutôt effectivement dans ici une dénomination du CDD et du CDI tout simplement. À titre juste informatif, les contrats perpétuels sont interdits. Ça veut dire quoi? Le contrat qui n'aurait pas de fin sont interdits. Vous allez me dire, ah bah, attendez, monsieur, vous dites un peu n'importe quoi, puisque le contrat à durée indéterminée, a priori, il n'a pas de fin. Oui, d'accord. Sauf à permettre à l'une des deux parties de pouvoir rompre le contrat. Donc, ici, c'est qui est le cas, puisque l'employeur a la possibilité, bien sûr, dans certaines conditions, de licencier le salarié, et le salarié a la possibilité, voilà, sinon ça s'appelle de l'esclavage. Voilà, l'esclavage, c'est quand il n'y a surtout pas de rétribution. Hein. C'est donner d'un côté et sans rien recevoir. Mais le salarié a, lui, la possibilité de démissionner et l'employeur, lui, a la possibilité, évidemment, de licencier. Donc, un contrat qui unirait deux personnes sans aucune possibilité de rompre le contrat par l'une ou par l'autre n'existe pas, ne peut pas exister, ou en tout cas est illégal. Le contrat de travail peut être à temps partiel. Oui, pas très compliqué comme question, hein, c'est une évidence. Le contrat à temps complet couvre une période hebdomadaire de 35 heures et évidemment le contrat à temps partiel couvre une période hebdomadaire inférieure à 35 heures. Même le CDI de droit commun, donc classique, hein, fait l'objet d'un contrat écrit. Évidemment, c'est faux. D'accord. C'est un petit peu l'exception à la règle en matière de droit du travail. C'est-à-dire que le CDI, lui, peut être sous forme orale, d'accord. Il n'y a pas une forme qui est imposée par le législateur, alors que l'on sait que le CDD, lui, est obligatoirement un contrat écrit. Alors, il est vrai que dans la pratique, hein, dans la vie de tous les jours, 99%, 99,99% des CDI restent quand même des contrats écrits. D'accord. Ça permet d'apporter la preuve d'abord de l'existence du contrat, d'accord, des obligations des parties, du poste, de la rémunération, etc. Donc c'est surtout un moyen de preuve plutôt qu'un moyen de conclusion du contrat, puisque le contrat est conclu à partir du moment où le salarié aura commencé à travailler.
Le salarié peut être une personne physique ou une personne morale. Effectivement, alors ça découle un peu de ce critère ou de ce caractère intuitu personnel du contrat. D'accord. Le contrat, il est fait en vertu d'une personne, il ne peut pas être fait en vertu d'une entité qu'est une personne morale. Une personne morale, c'est une entreprise, etc. Le salarié ne peut pas être une entreprise. C'est inconcevable. La salariée enceinte ne doit pas signer un contrat de travail. Alors, on se demanderait bien pourquoi, hein, effectivement. Évidemment que c'est faux, hein. On se demande bien pourquoi la salariée enceinte ne pourrait pas signer un contrat de travail. Euh, quel type de personne ne pourrait pas signer un contrat de travail? Exactement, un mineur. Je vous rappelle que le contrat de travail doit quand même être valable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être entaché d'un vice du consentement, que les parties doivent avoir la capacité de contracter. Or, un mineur n'a pas la capacité de contracter. C'est pour ça que les mineurs, bien souvent, demandent la signature des parents sur les contrats aussi. Allons-y pour l'exercice numéro 4. Alors, oula, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, à l'aide de vos acquis juridiques et des annexes ci-après, répondez aux questions sur sous quelle forme du contrat de droit commun dans l'optique et quelles sont en règle générale les principales mentions obligatoires d'un contrat. Alors, il y avait quelque chose, on nous donnait quelque chose. Tac, 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 je regarde un peu plus loin l'annexe. D'accord. Ok, y a-t-il autre chose? Extrait de la convention collective de l'optique lunetterie, l'embauchage. Les employeurs sont tenus de faire connaître. Alors, vous savez, hein, dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans l'application des textes, comment ça fonctionne? De manière générale, il y a quelques petites exceptions. Je ne vais pas m'étendre sur les exceptions parce que c'est pas comme ça que vous devez raisonner. Vous devez vous raisonner, vous. On vous demande d'avoir des connaissances générales. On ne vous demande pas d'avoir des connaissances en droit du travail ou même dans tout ce qu'on a vu en droit. Il y a toujours des petites exceptions à la marge, des petites choses dont on pourrait discuter, mais que l'on ne vous demande pas, évidemment, de savoir. Mais, malgré tout, de façon générale, il y a le code du travail, donc la loi, d'accord, qui va donner à l'employeur et à l'employé des obligations. Ce code du travail est plutôt protecteur pour le salarié. Ensuite, dans, dans ce millefeuille législatif, dans ce millefeuille de loi, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives. Les conventions collectives s'appliquent à un secteur déterminé. Ici, par exemple, on a une convention collective qui est applicable au secteur de l'optique lunetterie de détail. On aurait une autre convention collective qui serait applicable au secteur du bâtiment, au secteur de l'enseignement, au secteur de la vente à distance. Voilà. Les conventions collectives, elles couvrent un secteur d'activité. Ces conventions collectives, elles sont plus protectrices pour le salarié. Donc on a le droit du travail qui met des normes et des obligations, qui est protecteur. La convention collective ne peut être que plus protectrice du salarié. Je vais vous prendre un exemple. Le Code du travail dit que quand un salarié se marie, il a le droit à 3 jours de congé supplémentaires donnés par son employeur, payés par son employeur. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est exact, si c'est 3 jours ou 5 jours ou une semaine, je ne sais pas, mais imaginons. D'accord? La convention collective pourrait, elle, octroyer des jours supplémentaires en disant, voilà, dans ce secteur-là, en plus des 3 jours légaux, dans ce secteur-là, le salarié aura le droit à 3 jours supplémentaires, donc ce qui fait qu'il aurait le droit à 6 jours. La convention collective ne pourrait pas dire le salarié a le droit qu'à 2 jours. Elle ne peut être que plus protectrice, ici, plus protectrice du salarié. Toujours dans cette pyramide
hein, souvent on l'appelle la hiérarchie des lois, vient maintenant le règlement de l'entreprise, avec toujours la même philosophie, c'est d'être bien sûr spécifique à une entreprise, cette fois-ci, d'accord, spécifique à une entreprise, et en plus ne peut apporter, bien sûr, qu'en dehors de l'organisation générale de l'entreprise, ne peut apporter que des choses plus protectrices ou au bénéfice de l'employé. Encore une fois, si je prenais toujours mon même exemple de jours de congé pour événement familial, le Code du travail dit 3 jours, la convention collective nous dit bah, vous avez le droit à 3 jours supplémentaires. Mon règlement intérieur pourrait très bien me dire bah, dans notre entreprise, ça ne sera pas 6 jours, ça sera 7 jours. Mais le règlement intérieur ne pourrait pas revenir sur des choses qui sont prescrites par la convention collective. Encore dernière étape de notre millefeuille, c'est le contrat de travail. Dans votre contrat de travail, vous pourriez avoir droit à des avantages supplémentaires par rapport à ce que dit le Code du travail, la convention collective, le règlement intérieur de l'entreprise et enfin votre contrat de travail. Si on va continuer, on ne va plus s'arrêter dans les jours de congé pour marier, mariez-vous. Hein. Le contrat de travail, je peux très bien avoir négocié 3 jours en plus. Voilà, c'est la négociation. D'accord. On a ce principe de négociation souvent sur les jours de congé. Bon, vous savez que le Code du travail dit que le salarié à temps plein, même à temps partiel d'ailleurs, le CDI a le droit à 30 jours de congé, soit 5 semaines de congé par an. Dans certains secteurs d'activité, alors j'en ai pas un en particulier, mais dans certains secteurs d'activité, la convention collective peut octroyer des jours supplémentaires. Dans notre branche d'activité, on n'aura pas 5 semaines, mais on aura 6 semaines de congés payés. Ou encore, dans mon contrat de travail, je peux très bien avoir négocié, non pas 6 semaines de congés payés, mais 7 semaines de congés payés. Tout ça, c'est de la négociation. Mais on voit dans tous les cas que dans cette hiérarchie, on ne peut pas retourner en arrière sur des avantages qui seraient donnés aux salariés. Alors, je vous dis tout de suite, il y a quand même quelques petites exceptions. Alors, je ne vais pas en parler parce qu'on ne va pas s'embrouiller. Nous, il faut comprendre ce système-là, c'est tout. D'accord. Mais depuis la loi El Khomri de 2018, si je ne dis pas de bêtises, vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez un peu l'actualité, mais c'était il y a 3-4 ans. Il y a eu des petites modifications quant à cette hiérarchie des normes, notamment concernant les heures supplémentaires, mais nous, on n'en parle pas, on n'a pas besoin de le savoir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'aller fouiner un petit peu et faire quelques petites recherches. Vous verrez quelles sont les entorses qui ont été faites par cette loi dite El Khomri. D'accord. Mais dans tous les cas, globalement, c'est ça. Et ici, la convention collective, alors que l'on sait que le droit commun des contrats de travail nous dit que le CDI n'est pas forcément une obligation écrite. Bon, on imagine bien que le salarié, voilà, il peut être un peu moins protégé par cette disposition légale. La convention collective ici qui est applicable dans le secteur d'activité de l'optique et de la lunetterie nous dit quoi? À l'embauchage, chaque salarié recevra une notification écrite de son emploi, de sa qualification, de son coefficient, de son salaire, de ses horaires et de son lieu de travail. D'accord. Donc c'est le troisième paragraphe que je vous indique, que je vous montre ici. Hein, d'accord. Troisième paragraphe ici, qui dit que dans ce secteur-là, même si vous êtes en CDI, d'accord, on parle bien, oui, on dit chaque salarié, donc peu importe. On va dire un petit peu avant, blablabla. Un exemplaire de la convention mise à disposition, d'accord. Conformément à un exemplaire de la convention collective, tout salarié fera l'objet d'une visite médicale. Voilà. Donc ici, on nous dit chaque salarié. Donc on ne réserve pas le contrat écrit au seul CDD. Donc c'est ce qui va nous permettre de répondre. Hop, je reviens un petit peu en arrière à la première question ici. La convention, alors même si le droit commun des contrats nous indique, nous dispose que le contrat CDI n'est pas forcément un contrat écrit, la convention collective applicable dans le domaine de l'optique et de la lunetterie impose à l'employeur la remise d'un écrit qui
contient au minimum, ça va répondre à la suite de la question, les principales mentions obligatoires. Alors on sait qu'il y a l'identité des parties, mais on a vu qu'il y avait le poste et la qualification, les éléments de rémunération, les éléments de volume horaire et le lieu d'exercice du salarié. D'accord. Alors, question suivante. L'employeur est-il obligé de soumettre son salarié à l'essai? Commentez brièvement la réponse. Alors, on ne va pas regarder la convention collective tout de suite, on va déjà avoir une idée générale. C'est des oui, oui, c'est des non. Alors, par contre, Yvonne a une réponse un peu plus ferme et Lucie aussi, elles me disent non. D'autres me disent oui, d'autres encore me disent ça dépend du type de contrat. Alors, la réponse c'est non. L'employeur n'est pas obligé de soumettre, quel que soit le contrat, il n'est pas obligé de soumettre le salarié à une période d'essai. Simplement, c'est une faculté que l'employeur a. Il devra d'ailleurs l'inscrire obligatoirement dans le contrat pour pouvoir en bénéficier ou pour pouvoir s'en prévaloir. Donc ici, ça n'est aucune obligation, d'autant plus que, il me semble vous avoir dit que dans certaines conditions, la période d'essai, elle n'est pas forcément, elle n'est pas très pertinente et elle peut même être retoquée comme non existante. Je pense notamment à 2 contrats qui se feraient suite. Imaginons vous avez recruté quelqu'un en CDD pendant 6 mois et que finalement la hausse d'activité pour laquelle vous aviez recruté se prolonge, vous décidez de pérenniser son emploi en transformant ce fameux CDD en CDI. Pas de période d'essai dans le CDI. La période d'essai, c'est fait pour quoi? C'est fait pour tester l'aptitude professionnelle d'un salarié. Or, vous avez eu 6 mois pour tester l'aptitude du salarié. S'il ne correspond pas, on ne lui propose pas un CDI derrière. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une période d'essai dans le nouveau CDI qui ferait suite au CDD. D'accord? Si l'emploi est le même, bien sûr. Donc, non, l'employeur n'a pas l'obligation de soumettre le salarié à une période d'essai. Alors, répondant à l'offre d'emploi d'une grande enseigne d'optique, Catherine a été invitée à passer un entretien d'embauche. Tout au long de l'entretien qu'elle a réussi avec brio, elle n'a pas révélé au responsable du magasin qu'elle était enceinte. Quelques jours avant la fin de la période d'essai, le responsable du magasin constate son état de grossesse. Il rompt brutalement le contrat car il ne s'entendait pas à voir sa jeune salariée enceinte. Qu'en pensez-vous? Catherine est-elle obligée de lui révéler son état de grossesse? Alors, qu'en pensez-vous? On pourrait se situer sur le terrain, d'abord, le terrain du droit commun des contrats. Ouais, c'est pas mal ce que vous me dites. Alors, vous me parlez d'un manque d'honnêteté. Elle n'est pas obligée pour ne pas subir de discrimination. Oui, normalement. D'accord. Alors, il faut raisonner juridiquement. Hein. D'accord. Quand vous me dites quelque chose, est-ce que vous arrivez à l'appuyer sur une connaissance juridique que vous avez? Une des connaissances juridiques que vous avez, et ça j'en suis persuadé puisque nous avons discuté ensemble quand nous avons fait le droit commun des contrats, c'est celle de l'obligation de bonne foi. D'accord? On a aussi le problème de la vie privée, très bien. On n'a pas donné des infos sur sa situation familiale, très bien. Mais n'oubliez pas, en période d'essai, on peut rompre le contrat, quelle que soit la raison, très bien. Loi du 31 décembre 92. Alors ça, je suis par contre intéressé de connaître ce que vous avez trouvé sur la loi du 31 décembre 92. Dites-moi tout. Non, pas plus que ça. Elle fait suite à l'article 9 du Code civil. Ok, bah écoutez, je l'ai
je l'ai devant moi, d'accord, ce fameux code civil. Okay. Alors, j'ai mis mes lunettes en bas, mais nous allons aller à l'article 9. L'article 9 du code civil, bah, tiens, je vais souligner, chacun a droit au respect de sa vie privée, d'accord, très bien, ok. Mais ici, je suis d'accord hein, sur la problématique de la vie privée, d'accord. Le respect de sa vie privée, c'est que j'ai le droit à ce que des personnes ne puissent pas venir obtenir des informations que j'estimerais ne puissent pas pénétrer ma sphère privée. Je suis tout à fait d'accord que l'état de la personne, qu'elle soit malade d'ailleurs, hein, qu'elle soit enceinte, qu'elle soit mariée, divorcée, en couple, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle appartienne à une organisation politique. On en a discuté dans notre chapitre sur le respect de la vie privée, notamment au regard du RGPD. Hein, c'est un droit, effectivement, auquel moi je pourrais opposer, et là tout est discutable, hein, d'accord. Vous me dites non, elle n'a pas à le dire parce que c'est du respect de la vie privée. Et là, on va dans c'est elle qui le dit. C'est pas lui. Imaginons que l'employeur lui demande êtes-vous enceinte, mademoiselle? Effectivement, c'est une atteinte à la vie privée. Mais là, on est plutôt dans le sens inverse. Est-ce que là, elle a l'obligation de révéler quelque chose qui concerne aussi sa vie privée? Je suis d'accord. Alors, ok, on pourrait très bien dire qu'au regard de l'article 9, qui dispose que chacun a droit à sa vie privée, d'accord, et que ça doit être respecté même dans le cadre d'une relation de travail, alors elle n'a pas à révéler ou elle n'a pas à répondre à une question qui porterait sur sa vie privée. Je suis d'accord, vous m'avez trouvé, alors peut-être que vous avez fait des petites recherches sur Internet, mais c'est très bien, d'accord, vous avez le bon réflexe. Si j'affirme quelque chose, il me faut un soutien juridique, soit à travers mes connaissances, soit éventuellement à travers un article de loi ou une disposition légale. Moi, je vais vous opposer une autre disposition légale, celle qui dispose que les contrats doivent être négociés et effectués de bonne foi. Autre disposition, celle de l'article 1112-1 du Code civil, qui nous dit que les parties doivent donner toutes les informations importantes à l'autre partie. Est-ce que c'est une opération, est-ce que c'est une information importante? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, moi, je peux vous donner voilà, ces deux fondements juridiques qui peuvent me dire elle n'a pas été très loyale quand même. Elle n'a pas été très loyale. Maintenant, est-ce que ça doit avoir une incidence sur son recrutement? Non, parce qu'effectivement, ce type de discrimination est illégal. Alors, si lors de l'entretien, on arrive à déterminer qu'il y a discrimination du fait de soit son état de santé, soit sa religion, soit sa couleur de peau, son ethnie, alors on parle encore un peu de race, hein, c'est encore aujourd'hui dans la Constitution française, même si Emmanuel Macron s'était engagé à effacer ce mot, mais on peut encore le dire sans qu'il revêt un caractère péjoratif, en fonction de ses idées, de ses engagements politiques, du fait qu'elle soit, par exemple, comment dire, végétarienne ou des choses comme ça, d'accord. Toute discrimination de ce type, d'accord, est illégale. Le seul critère qui doit pousser le recrutement, c'est la qualification, la capacité professionnelle, l'envie de la personne à intégrer le poste. Normalement, on ne doit se baser que ça. Après, malheureusement, les faits de discrimination, je crois qu'il y en a tous les jours et c'est un petit peu difficile à prouver. Donc, si on répond clairement à la question, Catherine était-elle obligée de révéler? Non, ça n'est pas une obligation. Non, ça n'est pas une obligation. Toutefois, on pourrait lui reprocher une certaine mauvaise foi. Parce que les contrats doivent être négociés et effectués de bonne foi.
Ensuite, concernant la question, ne nous dit que est-ce qu'elle aurait dû lui dire? Non, elle n'avait aucune obligation. D'accord? Même si on peut un petit peu tempérer notre réponse en alléguant de la bonne foi. Maintenant, est-ce que l'employeur avait le droit de rompre? Bon, je crois qu'on en a discuté. D'accord? La rupture pendant la période d'essai, la rupture, elle est toujours brutale, obligatoirement. D'accord? La rupture peut intervenir, quelle que soit la raison, sans avoir à donner de motif pendant la période d'essai. Tout ce que l'on aura à faire, c'est respecter ce délai de prévenance. Alors, la suite. Alors, Monsieur Levasseur, ah ben, vraiment, il fait des bêtises, ce monsieur. Monsieur Levasseur vient de publier une annonce de recrutement qui inclut les critères suivants. Célibataire, titulaire d'un BTS optique lunetterie, monteur-vendeur, homme, expérience acquise, nationalité française, permis B, bouddhiste, connaissance de Word, moins de 30 ans. Alors, vous allez me citer tous les critères qui sont illégaux. Allons-y. Célibataire, légal ou pas légal? Non, évidemment. D'accord. Titulaire d'un BTS optique lunetterie. Légal, pas légal? Oui, puisque là, on est complètement sur les capacités professionnelles. Monteur-vendeur, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir monter les lunettes et aussi les vendre. Oui, puisqu'on l'a, c'est les capacités professionnelles. Homme, évidemment, discrimination basée sur le sexe, impossible. Expérience, oui, pas de problème. On est bien en relation avec la capacité professionnelle. Nationalité française, non, évidemment. Permis B, oui, oui, pas de problème. C'est tout à fait entendable que la personne ait son permis B si elle doit aller peut-être chez des clients, chez des fournisseurs. Ça ne pose pas de souci. Bouddhiste, évidemment, hein, toutes les convictions personnelles ne peuvent pas servir de critères quant au recrutement. Connaissance de Word, évidemment. Capacité professionnelle, moins de 30 ans, évidemment. Critère de l'âge, impossible. L'annonce est-elle légale? Voilà, on a retenu juste ce qu'il pouvait dire, hein, d'accord, c'est-à-dire titulaire, monteur-vendeur, expérience, connaissance de Word. Tous les autres critères sont des critères illégaux et ce monsieur, c'est une infraction, ça risque de lui coûter cher. Alors, vous êtes embauché en qualité de monteur-vendeur. Le responsable vous propose de faire figurer dans votre contrat une période d'essai de 3 mois non renouvelable. Cette clause est-elle valable? Justifiez votre réponse. Alors, cette clause est-elle valable, à votre avis? Oui, c'est valable pour vous? Alors, je vais juste regarder dans la convention collective qui vous était à voir avec la convention Bon Réflexe, Isabelle. Mais a priori, non, parce qu'elle ne peut pas donner une période plus longue que celle du droit commun. Alors, en cas de licenciement, en cas d'émission, pour les cadres, ça, donc je suppose. Ouais, alors pour le mariage, le mariage du salarié, c'est 4 jours. D'accord. C'était peut-être un peu plus haut concernant la période d'essai, résiliation du contrat. Non, on n'a rien sur la période d'essai, donc a priori, il n'y a pas de disposition particulière, mais dans tous les cas, la période d'essai est quand même un petit peu au désavantage du salarié. D'accord? Donc la convention collective n'aurait pas pu l'allonger par rapport à ce que dit le droit commun. Donc, on revient, je ne sais plus où on en était, on revient ici. Voilà. Je vous rappelle que pour les employés, la période d'essai, c'est 2 mois renouvelables une fois. D'accord? Ici, on nous donne 3 mois, ça ne marche pas, puisque c'est 2 mois renouvelables une fois. En fait, c'est 4 mois renouvellement inclus, mais donc on imagine bien que c'est 2 mois, parce que je vois mal comment on peut tomber sur un autre chiffre. Donc la période d'essai est trop longue, donc elle n'est pas valable.
donc elle n'est pas, elle sera réputée non écrite. C'est bon, n'oubliez pas, hein, 2, 3, 4. 2 mois pour les employés, 3 mois, donc toujours renouvelable une fois. Hein. Donc ça fait 4 mois, 6 mois et 8 mois. Donc 2 mois renouvelables une fois pour les salariés, 3 mois renouvelables une fois pour les agents de maîtrise. Alors sauf si un poste de monteur-vendeur était agent de maîtrise. Mais on ne le sait pas, mais a priori je ne pense pas. Et pour les cadres, 4 mois renouvelables une fois, donc ça nous porte la période maximum à 8 mois. Question suivante. Après son BTS, Babacar est embauché en CDI en tant que vendeur, mais 10 jours avant la fin de sa période d'essai, un emploi de responsable commercial lui est proposé dans une grande enseigne concurrente. Il informe son employeur qu'il quittera son poste dès le lendemain. Babacar a-t-il le droit de quitter ainsi son poste? D'abord, est-ce qu'il a le droit de quitter son poste? Pourquoi? On est dans la période d'essai, n'oubliez pas. Hein. Je crois qu'on nous dit, voilà, mais 10 jours avant la fin de sa période d'essai, donc on est encore toujours dans la période d'essai. Je vous rappelle que la période d'essai, les deux parties au contrat peuvent sans souci rompre le contrat sans avoir à motiver la rupture. Donc, et le salarié et l'employeur peuvent rompre le contrat pendant la période d'essai et sans avoir à justifier. D'accord. Donc, Babacar, il a le droit. Pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il peut quitter aussi précipitamment, c'est-à-dire dès le lendemain? Et bon, je perds ma voix. Est-ce qu'il peut partir dès le lendemain? Non, il ne peut pas partir dès le lendemain puisqu'il y a une période de prévenance. D'accord. Inutile, en l'occurrence, je pense qu'elle serait de 2 jours, c'est plus de 8 jours de présence jusqu'à 1 mois, c'est la période de prévenance, elle est de 2 jours. Bon, inutile de connaître la durée de la période de prévenance, d'accord. Donc c'est dire, ben, monsieur, je décide de rompre mon contrat, je vous informe aujourd'hui et la fin du contrat, ça sera dans 2 jours. Ça ne peut pas être le lendemain. Ça peut être le lendemain si on vient de commencer. Quand il y a 24 heures, c'est 24 heures si on a moins de 8 jours de présence dans l'entreprise. Alors, je vous dis, hein, inutile de connaître les durées de période de prévenance, simplement sachez qu'il y a une période de prévenance et elle dépend du nombre de jours que vous avez déjà passé dans l'entreprise. Alors, donc ici, non, il ne peut pas quitter son poste aussi précipitamment. D'accord. Il peut le quitter, mais devra observer une période de prévenance. Son employeur est-il, dans ce cas, obligé de le rémunérer pour le travail qu'il a accompli pendant cette courte période? Bon, a priori, il n'a pas été longtemps. Pourrait-il réclamer à Babacar des dommages et intérêts? Alors, bah, lui, il est obligé, hein, c'est la contrepartie, c'est la rémunération pour la première heure effectuée. De temps en temps, alors je ne sais pas si obligé de payer, oui, si quelqu'un a déjà bossé un peu dans la restauration, ou si quelqu'un a déjà eu l'occasion, on lui dit, bah, tiens, viens faire un essai cet après-midi. Et ça se fait beaucoup en restauration. D'accord. Le mec, il cherche un extra, et on lui dit, bah, tiens, viens faire un petit essai cet après-midi, 2 heures, et puis on verra. Et il n'est pas payé, évidemment, pendant ces 2 heures. Il n'est même pas déclaré, d'ailleurs. C'est complètement illégal. Complètement illégal. D'accord. Ça s'appelle du travail dissimulé. Puis tu travailles 11 heures. Bah oui, 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 non, mais voilà. D'accord. Alors, c'est du travail dissimulé, d'accord, c'est du travail au noir, d'accord. L'employeur peut être condamné jusqu'à, alors, évidemment, si, d'accord, vous avez toujours été payé des extras avant contrat, mais ça vous, alors peut-être qu'à certains c'est arrivé, à d'autres non, hein, je préférerais que ce soit non pour tout le monde, d'accord, parce que c'est complètement illégal, hein. Mais moi j'ai entendu, alors je n'ai jamais vécu personnellement, parce que je n'ai jamais bossé dans la restauration, mais j'ai déjà entendu des gens me dire bah, tiens, il m'a pris cet après-midi, je vais faire un essai dans tel restaurant pour voir si ça va. Et puis finalement, la personne revient, il a bossé 2, 3, 4 heures. Il dit bah non, ça n'a pas collé, j'ai pas réussi à avoir le poste, c'est tout.
et 3-4 heures gratos. C'est du classique, hein, vous me confirmez. Hein. Merci, merci Claire. Mais c'est complètement illégal. Complètement illégal. D'accord. Parce que généralement, oui, je sais bien, oui, 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 non, mais je ne vous dis pas de vous rebeller. Hein. Je sais bien que malheureusement, il y a la loi et il y a après la vérité sur le terrain. Mais on peut imaginer que pendant cette période d'essai, vous vous cassiez la jambe, vous glissez sur une peau de banane ou vous prenez un couteau, vous vous tranchez la main. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Accident de travail? Bah, vous n'êtes pas déclaré. Comment on fait? Alors, je ne dis pas qu'il faut s'insurger là-dessus, mais il faut peut-être faire un petit peu attention. Et surtout, vous, ne jamais le pratiquer. Parce que je peux vous dire que ça peut aller très loin. D'abord, c'est une infraction. Ça relève de la matière pénale. C'est un délit. Donc, on peut, et je crois que c'est 3 ans de prison. D'accord? 3 ans de prison, 375 000 euros d'amende. Ça coûte cher, hein? Et si en plus, la personne que vous avez pris au black, c'est une personne vulnérable, type un sans-papier ou un mineur, c'est doublé. Donc ça peut aller jusqu'à 6 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Ça fait cher. D'accord? Mais je sais que ça se pratique souvent, souvent. Donc ici, même si la période d'essai a été très courte, même si c'est qu'1 heure, il lui paiera son heure. C'est tout. Ensuite, est-ce que l'employeur pourra réclamer éventuellement des dommages-intérêts auprès de Babacar? Bah, alors, sous couvert qu'il ait respecté sa période de prévenance, évidemment, non, puisque c'est le principe, hein, pendant la période d'essai, les deux parties sont libres de rompre le contrat sans avoir à justifier, c'était un CDI, hein, c'était un CDI, oui, sans avoir à justifier du motif. Bien sûr, toujours sous couvert de... ah bah tiens, il y a justement la petite affaire juste après, je n'avais pas fait attention. Donc ici, l'employeur ne pourra pas réclamer de dommages et intérêts à Babacar sous couvert que Babacar respecte la période de prévenance, le délai de prévenance. Voilà, ben voilà un cas dont on discutait, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais voilà, Nadège est cooptée par son ami, donc ça veut dire qu'elle est présentée. Hein. Cooptée, c'est tiens, viens, je vais te présenter à mon patron, peut-être qu'il y a du boulot, je vais te dire que copine et pose bien que j'ai l'habitude de bosser avec toi. Donc voilà, Nadège est cooptée par son ami dans une prestigieuse enseigne. Le responsable la convie à un entretien pour être sûr de ne pas se tromper sur ses compétences et lui fait faire, avant la signature du contrat, un essai de 4 heures en magasin. S'agit-il d'une période d'essai? Pour moi, oui, mais le contrat a déjà commencé alors. Maintenant, si le contrat a déjà commencé et qu'il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu d'écrit. Donc, s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de période d'essai. Donc, finalement, je revois un peu ma position. J'étais parti sur oui. Non, il ne s'agit pas d'une période d'essai. Elle est embauchée. D'accord. Les 4 heures, puisque pour qu'il y ait période d'essai, il faut qu'il y ait un contrat dans lequel il soit indiqué qu'il y a une période d'essai. Or, là, on lui dit que c'est avant le contrat. D'accord. Ce qui est bien sûr, comme je vous l'ai dit, complètement illégal. Hein. D'accord. Donc, ce n'est pas une période d'essai, puisqu'elle n'existe pas, elle n'est pas au contrat. Les 4 heures doivent-elles être payées? Oui, elles doivent être déclarées, payées, avoir une fiche de paie. Nadège est finalement recrutée, mais le jeudi 14 octobre, elle est contrainte de ne pas se rendre à son travail pour raison médicale. Quelle démarche initiale doit-elle entreprendre? Bon, vous avez sans doute tous déjà, en tout cas pour certains, occupé un emploi. Peut-être que vous avez été malade pendant cette durée d'emploi. Qu'est-ce que vous avez fait? Première chose à faire, prévenir son employeur. C'est une évidence. D'accord? Prévenir son employeur. Alors, avant d'envoyer l'arrêt de travail, il faudra d'abord prévenir l'employeur. Première chose à faire. Se rendre chez le médecin ou téléphoner au médecin. Passer la visite médicale donc avec votre médecin, enfin, la visite médicale être vue par votre médecin qui éventuellement vous fera un arrêt maladie
arrêt maladie que vous devez transmettre dans les 48 heures à votre employeur. D'accord? Donc la première démarche, c'est de prévenir l'employeur. C'est normal. Deuxième démarche, allez chez le médecin qui vous fera peut-être juste un certificat médical pour la journée. D'accord? Ça justifie votre absence. Alors vous ne serez pas payé, mais ça justifie votre absence. Ou qui procédera par un arrêt maladie si ça doit durer plus longtemps. L'arrêt devra être transmis à l'employeur dans les plus brefs délais, dans tous les cas dans les 48 heures. Lui, l'employeur, à la réception de cet arrêt, fera une démarche auprès de la sécurité sociale pour que vous soyez pris au titre des indemnités journalières de maladie. Alors, on va, si vous voulez bien, on a bien bossé, vous avez bien bossé aujourd'hui, je pense, tout le mois. On va se garder le dernier pour la prochaine séance. Ça nous permettra aussi de valider tout ça par un petit caout de fin de chapitre. D'être embauché. Est-ce que ça vous va si on arrête là? Petite question, il y a obligation de prévenir son employeur? Oui. Oui, il y a obligation de prévenir son employeur. Alors, si vous ne le prévenez pas, vous n'allez pas aller en prison, hein, évidemment. D'accord. Mais il y a obligation de prévenir son employeur. Pas d'autres questions? Alors, il y a encore plus d'obligation aujourd'hui qu'on a tous les moyens pour prévenir. À la limite, quand il n'y avait pas encore le téléphone, ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, il y a largement moyen d'envoyer un mail, un texto, un coup de fil. Dans tous les cas, il y a toujours la possibilité de prévenir son employeur et de laisser une trace. Si, par exemple, les bureaux ne sont pas encore ouverts, il est 7 heures du matin, vous êtes plié en deux, vous décidez directement de vous rendre à l'hôpital parce que vous n'en pouvez plus. D'accord? Alors, soit vous-même, ou soit par l'intermédiaire de quelqu'un, vous envoyez un mail, puisque effectivement personne ne vous répondra au téléphone à 7 heures du matin ou à 5 heures du matin, vous faites rapidement ou le plus vite possible envoyer un mail en disant que voilà, vous êtes souffrant et que vous ne pourrez pas vous rendre au travail aujourd'hui et que vous tiendrez au courant votre employeur. Ça marche. Allez, la journée est terminée, la semaine est terminée. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage. Ciao, profitez bien du week-end.